C'est le feuilleton sportico-médiatique de ces dernières années. Depuis plusieurs saisons, un feuilleton palpitant agite les coulisses du football français. Un mélange de gros sous, de promesses brisées et de rêves perdus en route. Souvenez-vous, en mai 2018, la Ligue de football professionnel croit décrocher la Lune. 1 milliard d'euros par an, un nouveau diffuseur, Mediapro venu d'Espagne, promet mondes et merveilles, le jackpot. Mais le rêve va virer au cauchemar. 4 mois après le lancement, Mediapro fait défaut, plus de paiement, plus de matchs. La chaîne Téléfoot ferme en rase campagne et les clubs français, eux, vacillent. Le gouffre n'est pas loin. Depuis, la Ligue navigue à vue, ballottée entre espoir économique et fiasco stratégique, chacun a sa solution, mais aucune ne tient très longtemps. Alors, cette fois-ci, changement de cap, exit les géants étrangers. La Ligue reprend la main, par force, par nécessité. Depuis cette saison, une nouvelle plateforme a vu le jour, Ligue 1+, directement opérée par la Ligue de football professionnel. Canal+, lui, a claqué la porte, DAZN et Amazon restent dans l'ombre en tant que simples distributeurs. Les premiers chiffres de Ligue 1+, sont bons, mais cette stratégie du tout en interne, ce pari risqué, sera-t-il le coup de génie salvateur ou la prochaine chute libre du football français? Allez, on rembobine, retour sur 40 ans de liaison dangereuse entre la Ligue et ses diffuseurs, 40 ans de malentendus, de mariages intéressés et parfois de divorces brutaux. Encyclomédia, saison 1, épisode 1, c'est parti. Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Bienvenue dans Encyclomédia, votre nouveau rendez-vous mensuel pour explorer l'histoire fascinante et parfois chaotique des médias. Chaque mois, un thème, un récit, des voix et aujourd'hui une intrigue digne des plus grandes sagas. Détrompez-vous, ce n'est pas une production américaine, mais une série 100% française. On parle bien sûr du feuilleton des droits télévisés de la Ligue 1, car quand il s'agit de passion, d'argent et de rebondissement, notre paysage audiovisuel n'a rien à envier aux Américains. Cette année, la Ligue se réinvente avec un nouveau diffuseur et un nouveau modèle économique, mais pour comprendre la mutation en cours, cap sur le passé. Déjà est retenu celui d'une 4e chaîne qui sera incessamment mise en œuvre. Ne nous lançons pas dans des considérations techniques, les réseaux utilisant l'ancien 819 lignes par exemple. Elle se tournera davantage vers des retransmissions, mais aussi vers des problèmes de culture et d'éducation. Cela ne nécessitera aucune charge fiscale supplémentaire. 9 juin 1982, François Mitterrand, en pleine conférence de presse sur la politique internationale, glisse presque par inadvertance une petite bombe médiatique. Une 4e chaîne va voir le jour, tournée vers la culture et promise sans nouvel impôt. Une chaîne privée à contre-courant dans la France de l'époque. Cette annonce surprend, quelques semaines plus tard, dans les coulisses du groupe Havas, l'ancien bras droit du président Mitterrand, André Rousselet, prend ses fonctions. Il découvre dans l'ombre une équipe d'innovateurs, Léo Cher et Jacques Driancourt, leur rêve, lancer une chaîne payante dédiée au cinéma, un pari fou pour l'époque. Séduit, Rousselet décide d'y croire, à contre-courant des sceptiques. Ce projet de dossier aurait pu finir au fond d'un tiroir, mais il prend corps. Sa plus grande aventure va commencer ici. Février 1983, l'État mandate Havas. La fameuse 4e chaîne prend forme. Sur le papier, elle s'appelle encore Canal 4, mais déjà, le nom de Canal+ résonne. Un peu mystérieux, un peu chic. Reste à écrire la grille, le ton, la promesse. Quelques mois plus tard, nouveau duo fondateur, André Rousselet est rejoint par Pierre Lescure, alors directeur de la rédaction d'Antenne 2. Rendez-vous dans un bureau, de fortes têtes, mais beaucoup d'incertitudes. Oui, Canal veut du cinéma récent. Mais le sport, personne ne l'imagine encore roi à l'antenne. Rousselet tranche vite, le football, bien trop cher. 250 000 francs pour un match, c'est de la folie, s'offusque-t-il. Et pourtant, à la fin de l'année 1983, tout va basculer. Les chiffres sont sans appel, à chaque test d'abonnement, un constat revient. Quand le sport s'invite à l'antenne, les courbes explosent. D'abord réticent, André Rousselet finit par céder à l'évidence, presque à contre-cœur, puis avec la certitude nouvelle que seul le sport peut offrir à Canal+,
un public populaire fidèle. Ainsi, un peu par hasard, le football devient le deuxième poumon de la chaîne. Petit flashback, la diffusion de matchs du championnat de football de Division 1 était presque confidentielle. Très peu de matchs sont diffusés à la télévision, certains clubs signent des contrats avec des chaînes, c'est le cas de TF1 avec l'AS Saint-Étienne, comme l'explique Éric Pétraud, auteur du livre Sport et télé, des liaisons secrètes, paru en 1995 aux éditions Flammarion. Et j'ai retrouvé la trace en fait de matchs de foot qui ont été diffusés de Division 1. Et ça, c'était un accord qui avait été passé, qui était vraiment avant-gardiste, qui était passé entre TF1 et l'AS Saint-Étienne de Roger Rocher. Le président, donc Roger Rocher, qui était vraiment qui avait construit ce club de Saint-Étienne, qui a été à l'époque quand même une espèce de phénomène de popularité en France, etc. Et donc, il avait signé en septembre 1975 un accord qui permettait de diffuser 4 matchs de Division 1 pour 400 000 francs en tout. Hein. Et alors, c'est des matchs décalés et sans occultation. Ça veut dire que les matchs, en fait, ils étaient diffusés de mémoire, c'était pas avant 23 heures, pour que les supporters puissent revenir du stade pour voir le match de Division 1. En fait, toujours avec cette obsession de pas casser le jouet, comme disait Sadoul. Et alors, ce qui est complètement fou, c'est que les retransmissions n'étaient pas annoncées avant la fin du journal télévisé de 20h. À la fin du 20h de TF1, et vous retrouverez à 23h le match Saint-Étienne-Bordeaux. Et les gens, ah bon, bah d'accord. Au sein de la Ligue nationale de football, une personne va avoir conscience du potentiel de la télévision. C'est Jean-Claude Darmon, comme nous l'explique Éric Pétraud. À l'automne 76, sous l'impulsion de Jean-Claude Darmon, qui ensuite deviendra vraiment on l'appelait le grand argentier du foot français, mais à l'époque c'est un jeune publicitaire qui a plein d'idées et qui essaye de booster le football auprès du président Sadoul. En fait, il cherche une chaîne de télé pour diffuser les images de l'AD1, il n'en trouve pas. Donc ils font le tour des chaînes, ils sont prêts à donner leurs images gratuitement, même à payer. À un moment, Sadoul, il va discuter avec les gens d'Antenne 2. Alors c'est toutes les vieux de la vieille d'Antenne 2. On retrouve Roger Coudert, Chapat, Thierry Roland. Roland, lui, c'était le foot, ça l'intéressait, mais les autres, c'était assez dubitatif. Et il leur dit, mais on est même prêt à payer. Mais bon, Antenne 2 donne pas suite. Donc finalement, TF1 va accepter de passer un deal avec la Ligue de football et créer ce fameux magazine du dimanche, aujourd'hui célèbre et éternel presque, qui s'appelle Téléfoot. Et là, ils vont signer pour 200 000 francs par an pour 15 émissions. Ça fait 13 000 francs l'émission. Les directs sont donc rares, réservés à quelques grandes finales ou barrages. C'est dans ce vide audiovisuel que Canal+ va tenter une percée. Les pourparlers démarrent non sans difficulté. Pierre Lescure se souviendra plus tard de ses échanges avec Sadoul. Sadoul, c'était un commerçant madré de province, mais aussi une sorte de génie visionnaire, avec une bonne dose d'empirisme. Confiera-t-il dans le quotidien L'Équipe à l'occasion des 10 ans de Canal+. Ce printemps-là, Lescure affronte Jean-Claude Darmon. À l'ordre du jour, faire rentrer les matchs du championnat de première division en direct sur la future chaîne cryptée. Darmon, toujours aussi fin tacticien, persuade Jean Sadoul de réclamer un prix fort. 250 000 francs par match. C'est une chaîne privée, plaide-t-il. Mais Lescure résiste. Il sait que pour convaincre Rousselet d'ouvrir les vannes, il lui faudra des arguments solides. Rousselet était contre le sport, ce n'était pas sa culture, se remémore Philippe Ramond, témoin de l'époque dans le livre Sport et télé, les liaisons secrètes. Peut-être que Rousselet garde-t-il en mémoire l'échec cuisant de Sport Magazine en 1976, véritable gouffre financier. Je me rappelle qu'un jour il nous a dit, pour le même prix, on pourrait acheter une série américaine. Réenchérit Ramond. Pendant ce temps, Jean-Claude Darmon ne lâche rien. Il multiplie les appels, tenons bon sur son tarif de 250 000 francs par match. L'incertitude pèse. Combien d'abonnés Canal+ pourra-t-elle séduire? Le pari risqué, l'investissement colossal. Côté Ligue, on s'interroge aussi. La télévision ne va-t-elle pas décourager les spectateurs de venir au stade? Les pourparlers s'enlisent. Chacun reste campé sur ses positions. Le suspense continue. Pour sortir de l'impasse, Jean Sadoul tente une nouvelle manœuvre. Il propose de créer une commission de l'audiovisuel rassemblant les principaux présidents de clubs. L'idée sur le papier semble séduisante, réunir les forces du football français autour d'une stratégie commune pour négocier avec Canal+, mais en pratique, c'est une toute autre histoire. Dans la grande salle de réunion de la Ligue, ce qui devait être une table ronde tourne rapidement au cirque, une véritable vente aux enchères.
250 000, 300 000, 500 000 francs. En tête des enrichisseurs, Claude Bèze, le volcanique président des Girondins de Bordeaux. Avec d'autres patrons de club, il pousse ses exigences à un niveau délirant. À les entendre, c'est moins une négociation qu'un racket en bande organisée. Été 1984, nouvelle réunion, cette fois-ci dans le bureau feutré de Jean Sadoul. Il est confiant, soutenu par ses présidents, prêt à forcer la main. Face à lui, Charles Bietri, fraîchement rentré des Jeux Olympiques de Los Angeles, tout juste nommé directeur des sports de Canal+. Il découvre brutalement la rugue de la négociation passant au football français. Sadoul entre dans le vif, d'un ton sec, il lâche la bombe. La commission a doublé le prix. Lescure, déjà révolté par les 250 000 francs initiaux, peine à contenir sa colère. Dans la pièce, la tension est électrique. Bietri n'en perdra pas le souvenir. Soudain, Sadoul s'est levé, s'est allongé sur la banquette et nous a dit les yeux fermés « Cette négociation est terminée, il n'y aura pas de football sur Canal+. Maintenant, partez et laissez-moi dormir. » Un silence. Puis Bietri lâchera plus tard avec ironie « Ce jour-là, j'ai compris que dans ce métier, je ne garderai pas mes cheveux bruns très longtemps. » Mais malgré les postures, les bras de fer et les claquements de porte, l'accord finira par tomber. Grâce à l'opiniâtreté de Darmon et un coup de génie signé Jean Sadoul, un barème progressif indexé sur le nombre d'abonnés de Canal+, la solution par l'élégance, un compromis intelligent. Finalement, les deux camps se rejoignent sur une formule claire, 250 000 francs par match, pour une vingtaine de rencontres, avancées de 24 heures et diffusées en direct. Ironie de l'histoire, après des mois de surenchère, Canal+ finit par accepter exactement le prix proposé dès le départ par Darmon. Derrière le chaos apparent, une stratégie secrète, laisser les présidents s'enflammer pour mieux faire passer la proposition initiale pour un compromis. Darmon l'avait prévu, Sadoul l'a exécuté, un coup de bluff devenu coup de maître. « 28 septembre 1984. Dans un décor froid, impersonnel, presque clinique, la salle du conseil d'Havas. 8e étage du siège à Neuilly-sur-Seine. Ce jour-là, un moment clé de l'histoire du football français à la télévision. Face à face, deux mondes. D'un côté, les pontes du football hexagonal, Jean Sadoul, président de la Ligue nationale, Fernand Sastre pour la Fédération française de football et Jean-Claude Darmon, stratège et homme orchestre des négociations. En face, l'équipe de Canal+, Philippe Ramon, directeur général, Pierre Lescure, directeur de l'antenne, Alain de Greff, en charge des programmes, et le nouveau tandem Denisot-Bietri, tout juste formé. Mais dans ce théâtre des décisions, un grand absent. André Rousselet, le président de Canal+, l'homme dont la signature est indispensable. Les minutes s'égrènent et puis au bout d'une heure, l'atmosphère se tend. Sadoul s'impatiente, il menace alors de quitter la table. C'est alors que Philippe Ramon intervient. Il tente de retenir le président de la Ligue avec une vérité brute, presque embarrassante. Nous avons fini par convaincre Rousselet, mais en réalité, il n'en avait rien à faire de signer ce contrat. Finalement, Rousselet arrive, tard, discret. Il serre mollement quelques mains, prend un stylo et signe. C'est tout, pas de champagne, pas de tape dans le dos, il n'y a pas de grandes photos souvenirs, juste un accord. Une alliance conclue, presque à reculons, et pourtant, derrière ce moment minimaliste, un tournant majeur. Car ce jour-là, dans cette salle glaciale, Canal+ et le football français scellent un mariage d'intérêts réciproques. Le football a besoin de la télévision payante pour toucher un nouveau public et sortir de sa dépendance aux subventions.
Canal+, elle, a besoin d'un aimant puissant, quelque chose qui pousse le public à franchir le pas de l'abonnement. Quelque chose de vivant, de populaire, de palpitant, le sport bien sûr. Chacun savait que ce pacte reposait sur un équilibre fragile. Canal+ n'a pas encore été lancé, son modèle est incertain et son audience est au mieux prospective. Néanmoins, elle peut promettre de l'exclusivité, du direct, du premium, une vraie rupture. Le contrat signé prévoit la diffusion de 25 matchs, dont 20 rencontres de Division 1 sur la saison 1984-1985 et 5 matchs supplémentaires tirés de la Coupe de France ou de la 2e division, montant 250 000 francs par match. Comme le confiera Charles Bietri au magazine SoFoot en 2014, c'était plus que ce qu'il n'y avait jamais eu, puisque jusqu'ici, il n'y avait jamais rien eu. Figuré par Jean-Pierre Alcaraz. 93.9 FM. Encyclomédia sur Radio Campus Paris. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision et les accueille en leur demandant d'être présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la voix du président de Canal+. Tous ceux qui nous ont fait confiance, en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus. Dimanche 4 novembre 1984, 8h du matin, la France se réveille avec une nouveauté encore floue, Canal+, la chaîne cryptée qui suscite déjà la curiosité, mais aussi le scepticisme, vient d'ouvrir officiellement son antenne. À sa tête, André Rousselet, solennel, presque austère, il prononce ses premiers mots à l'antenne sans vraiment imaginer ce que cette aventure va devenir. Quelques jours plus tard, coup d'envoi d'une autre révolution. Les tout premiers abonnés, 186 000, assistent à un événement totalement inédit. La diffusion en direct et en intégralité d'un match de première division. Sur la pelouse, Nantes-Monaco. 16e journée, une belle affiche. Nantes est alors deuxième, séduisant dans le jeu. Monaco, solide, sort d'une saison fantastique, vice-champion derrière Bordeaux, à rien à la différence de but. Mais derrière ce choix, il n'y a pas que la logique du spectacle, il y a le cœur de Charles Bietri. Il l'avoue sans détour au magazine SoFoot en 2014. Je n'avais jamais fait de télé, je voulais me mettre dans les meilleures conditions. Et Nantes, c'est chez lui. Il y connaît tout le monde, le coach, les joueurs, ce sont ses amis, il a partagé leurs repas, assisté à leurs entraînements, vécu leurs années de formation. Pour sa première, il veut être à la maison. Bietri, ce soir-là, est partout à la fois. Il commente, interview, coordonne, vérifie. À ses côtés, Michel Denisot, plus discret, plus lisse en apparence, mais l'un des regards les plus fins du sport à la télévision. Ensemble, ils inventent un nouveau langage, celui du foot moderne à la télé. Dans le cas régie, l'équipe exulte, puis un coup de fil, c'est André Rousselet, celui qui quelques mois plus tôt encore décriait le prix exorbitant du foot. Charles, on tient quelque chose d'exceptionnel. Ce Nantes-Monaco marque un basculement stratégique et symbolique. Désormais, sur Canal+, le foot est roi. 5 caméras mobilisées du jamais vu en France pour un match. Et une équipe soudée, constituée en quelques mois, Bietri le cerveau, Denisot le cœur, et Jean-Paul Jot, le réalisateur, l'œil sur l'image. Très vite, le barème progressif de Jean-Claude Darmon entre en action. Chaque vague d'abonnés fait grimper les tarifs. C'est mécanique, c'est exponentiel. Les chiffres. 250 000 francs par match au lancement, 470 000 francs moins d'un an plus tard, 1 million début 86, 1,5 million à l'été 87, 2,5 millions en 90, 4,2 millions en 92,
et 4,8 millions de francs par match en 1994, soit 20 fois plus que 10 ans plus tôt. C'est vertigineux. Dans le même temps, le paysage audiovisuel français change. Février 1986, une nouvelle chaîne privée apparaît sur les écrans français, La 5 du tandem Berlusconi-Seydoux, rejoint par Robert Hersan un an plus tard. Ou encore en avril 1987, la privatisation de TF1, vendue à Francis Bouygues pour 3 milliards de francs. Ce nouveau contexte économique n'échappe pas à Jean Sadoul et Jean-Claude Darmon, comme nous l'explique Éric Métraud. Tout va être bouleversé entre novembre 84, c'est la création de Canal+, juin 87, privatisation de TF1. Et là où c'est déterminant, c'est qu'en fait, entre-temps, en février 86, il y a la naissance de la 5, avec le tandem Berlusconi-Seydoux, qui eux aussi vont vouloir avoir du sport. Quand Francis Bouygues, par exemple, a racheté TF1 au printemps 87, il a eu en face de lui toujours Jean Sadoul, qui a commencé à vouloir lui prendre un maximum d'argent, puisque bon, le groupe Bouygues, c'était un groupe de BTP qui reprenait TF1, et c'était des gens qui étaient censés avoir beaucoup d'argent, et c'est vrai que il a dû tout payer beaucoup plus cher, puisque il a même dû augmenter le contrat pour Téléfoot, etc. Et on voit bien dans ces négociations que Jean Sadoul a essayé de le faire pleurer, lui disait non, quand allez-vous président, et Sadoul dit ça va très mal, les stades sont vides, ça va pas du tout. Donc c'est toujours de la manipulation, et voilà, c'est un peu des marchands de tapis, c'est un peu trivial, mais c'est un peu ça l'idée. Du côté de Canal+, son succès suscite des convoitises. Au début des années 90, Canal flirte avec les 4 millions d'abonnés, décline sa marque dans plusieurs pays européens et devient le modèle à imiter. C'est à ce moment-là que la chaîne cryptée va prendre un virage stratégique malgré les réticences de son président, André Rousselet. C'est André Rousselet, contrairement à d'autres cadres de la chaîne comme Pierre Lescure, Charles Bietri, etc., n'était pas un grand fan de foot. Donc c'est vrai que pour lui, c'était un milieu qu'il connaissait pas. Ça lui faisait un petit peu peur aussi au niveau de l'image. Donc, mais il a été assez vite convaincu, parce qu'en fait l'idée, pourquoi il y a eu ce rapprochement Canal+ Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait à cette période-là, le PSG dirigé par Francis Borrelli est déficitaire. Il y a 50 millions de francs de déficit. La mairie de Paris, donc Jacques Chirac, c'est surtout les gens qui s'en occupent au sein de la mairie, sont lassés de combler les trous tous les ans. Et donc, l'idée, c'est en fait d'arriver à trouver un partenaire au printemps 91. Et donc, il y a une première offre de Silvio Berlusconi. Mais bon, c'est vrai que Berlusconi a déjà une image un peu sulfureuse à l'époque. Et donc, Jacques Chirac est pas emballé. Et donc, il charge Bernard Brochant, qui est vice-président du PSG et chargé des relations avec la mairie, il lui donne 8 jours pour trouver un autre partenaire. Et donc, Brochant va aller rencontrer des gens à Canal, à RTL, à TF1, chez Hachette. Et c'est avec Pierre Lescure à Canal que ça accroche le mieux. Mais Lescure lui dit, écoute, moi ça m'intéresse, mais il va falloir que je convainque effectivement André Rousselet, qui risque d'être un peu effarouché par cette perspective. Et puis finalement, Rousselet dit oui. Et c'est là en fait où il devance même Hachette, parce que Jean-Luc Lagardère, qui avait quand même laissé 600 millions de francs dans l'expérience du Matra Racing au milieu des années 80, était quand même un peu titillé. Bon, c'était un passionné, Jean-Luc Lagardère, ça a désespéré un peu d'être financier. Et il a dit, si vous trouvez personne, revenez me voir. Et en fait, une fois qu'André Rousselet a dit oui, ça va s'enclencher assez vite. On va constituer une SAS, une société anonyme à objet sportif, qui est présidée par Pierre Lescure. Le président du PSG, ça va devenir Michel Denisot. Et Canal+ s'engage à verser 90 millions de francs en 3 ans, donc en gros 30 millions de francs par saison. Et ça y est, le PSG version Canal+ est né. C'était aussi la justification de la décision, je pense, de Rousselet, et sans doute convaincu aussi par Lescure, par De Greff, etc. C'est que eux, ils diffusent le championnat de France de football depuis novembre 84. Et là, on a assisté à 3 titres successifs de l'OM, 89, 90, 91. Et à l'époque, il y avait un petit désintérêt pour la division 1, il y avait une petite perte de suspense.
Et je sais que les dirigeants de Canal+ ont vu l'intérêt en fait de créer un adversaire à la taille de l'OM de Bernard Tapie pour relancer le championnat. Et c'est vrai que ça va aller au-delà de leurs espérances, puisque la rivalité PSG-OM qui sera électrisée par Bernard Tapie va relancer la D1, et on se souvient de quelques classicos vraiment très sulfureux et très tendus, mais le public avait enfin sa lutte entre deux grands clubs. C'est comme maintenant avec le PSG version Qatari. C'est vrai que le fait qu'il soit quasiment champion au début de la saison, ça ne favorise pas forcément l'engouement pour la Ligue 1, mais à l'époque, c'était aussi un des aspects de cette décision des dirigeants de Canal+, de bonifier le produit qui payait depuis 84, et en se disant, maintenant, si on arrive à relancer le championnat, on aura à nouveau plus d'abonnés, etc. Chaîne à succès, propriétaire d'un club, Canal+ a tout de la success story. Alors que TF1 règne sur l'audience gratuite, lui aussi va convoiter le marché très lucratif des chaînes payantes, avec une idée précise en tête, rompre le monopole de Canal+, et pourquoi pas la détrôner. Octobre 1992, Cannes, salon du Bipcom. Dans une salle bondée du Palais des Festivals, les projecteurs sont braqués sur un homme à la stature imposante, au débit sec, direct. Patrick Lelay. Le PDG de TF1 s'apprête à frapper un grand coup. Cela fait 5 ans que la chaîne a été privatisée, 5 ans que Lelay rêve d'autre chose que la domination par l'audience. Cette fois-ci, il veut le premium, le payant, le modèle Canal+. Il le dit haut et fort. Nous allons produire un bouquet de chaînes thématiques. Sport, information, jeunesse, cinéma, la télévision de demain devra répondre à tous les désirs et se consommer à la carte. Dans la salle, les sourires sont crispés, car dans le viseur le nom-dit est clair, Canal+. Le monopole de la chaîne cryptée sur la télévision payante semble infranchissable, mais Patrick Lelay est bien décidé à en briser le verrou. Dans les faits, les deux chaînes sont déjà concurrentes sur le terrain du sport à péage. Depuis 1991, TF1 est l'actionnaire principal d'Eurosport, une chaîne sportive pan-européenne. De son côté, Canal+ parie sur le réseau The European Sport Network, comprenant les chaînes TV Sport en France, Sky Sport au Royaume-Uni, Sport Canal en Allemagne et Sportnet aux Pays-Bas. Chacun paye des millions pour les mêmes compétitions qu'ils finissaient par diffuser à perdre chacun de leur côté. Le 15 mars 1993, un accord est acté. Fusion des forces, rationalisation des droits, Eurosport France passe sous la responsabilité de Canal+, et les versions internationales de Eurosport restent gérées par TF1. TV Sport et Eurosport fusionnent, la concurrence laisse place à un partenariat stratégique, presque forcé par l'ampleur des pertes. Alliés d'un jour, alliés toujours, l'avenir de la télévision payante va se jouer entre alliances, trahison et coups de théâtre. Au printemps 1995, Patrick Lelay est persuadé que TF1 et Canal+ développeront des idées ensemble dans la télévision numérique par satellite. Le numérique coûte cher, l'évidence industrielle voudrait l'union sacrée. Mais le 12 octobre 1995, virage brutal. Dans une interview au quotidien économique La Tribune, TF1 annonce attaquer Canal+ en justice à cause de son programme phare, Les Guignols de l'info, jugé insultant. L'entente cordiale vire au gros règlement de compte en place publique. À l'été 1995 à Paris, Patrick Lelay arrive avec Martin Bouygues, l'actionnaire le poids lourd du CAC 40. En face, Pierre Lescure, tout l'état-major de Canal+, Marc-André Pfeffer, Bruno Delecourt et Laurent Perpère. Au menu, l'entrée de TF1 au capital de Canal Satellite. L'atmosphère est électrique. Canal+ pose ses conditions, 500 millions de francs pour 20% de CanalSat. Une proposition envoyée par fax à 3h du matin. Insulte ou simple méthode, Lelay fulmine. Pour lui, aucune négociation au sommet ne se traite en pleine nuit par machine interposée. Il tente de court-circuiter Lescure, passant un coup de fil à Jean-Marie Messier, actionnaire de Canal+. La réponse tombe, tranchante. Messier a reçu le fax à la même heure, et cela ne l'a pas empêché de dormir. Mais derrière la forme, il y a le fond. Lelay calcule. 500 millions pour 20%, c'est valoriser chaque abonné à 1200 $. Au-delà de 600, on se fout de ma gueule. Jean-Marie Messier, lui, estime que le deal était faisable. Le vrai blocage, ce serait Martin Bouygues, actionnaire insaisissable. Dans le camp TF1, Étienne Moujotte, son vice-président, pense que Lescure rêvait au fond d'une grande union. Mais son entourage voyait TF1 comme une menace, pas comme un allié. L'affaire tourne au dialogue de sourds, miné par la méfiance, les égos, et pour dire les choses, un vrai fond de mépris mutuel. Et dans l'ombre, un autre acteur sort l'écrou. France Télévisions dirigé par Jean-Pierre Elkabbach. Candidat discret à Canal Satellite,
Il se voit proposer 10%. El Kabach exige 50-50, humilié, il claque la porte. Le Lay et El Kabach, désormais unis dans leur orgueil blessé, concoctent leur revanche. Négociation secrète, 16 novembre 1995, hôtel Georges V, flash, conférence de presse. Nous lançons notre propre bouquet satellite. L'alliance des exclus est scellée, Canal Satellite se retrouve assiégé. À l'époque, directeur général de TPS et patron de la Lyonnaise Câble, Cyril Dupeloux apporte des explications supplémentaires. Moi, je travaillais sur les réseaux câblés et j'étais dans un groupe, la Lyonnaise des Eaux, qui avait aussi une part de M6, une capitale de M6. Et en discutant avec c'était Taverneau qui s'occupait de M6 et moi du câble, on s'est dit que il fallait, vu la montée en puissance de Canal dans le cinéma et dans le foot, il fallait faire quelque chose pour éviter que Canal ne rafle toute la télé à péage qui empêchait le câble de décoller parce que normalement le câble décollait dans les autres pays avec le cinéma et le sport qui était accessible directement en hertzien pour la France. Pour Canal. TF1 sait où porter l'attaque, sur le cinéma et sur le foot. Le Lay le dit en coulisses, on va les prendre sur leur terrain. J'ai fait virer par Jean-Pierre Elkabbach. 93.9 FM. Encyclomédia sur Radio Campus Paris. Canal Plus numérique, c'est Canal Plus autrement. Canal Plus passe au numérique. En avril 1996, l'antenne se démultiplie, Canal Plus jaune, Canal Plus bleu, le service kiosque. Pour la première fois, l'abonné choisit son match, sa soirée en pay-per-view. 50 francs la rencontre, 75 francs la soirée complète. C'est une innovation radicale. Le téléspectateur devient programmateur, façonne son soir de football ou de cinéma à la carte. Mais la vraie rupture arrive avec la Ligue 1. Pour l'exclusivité numérique des matchs, Canal+ débourse 50 millions de francs supplémentaires en droits d'entrée. Le contrat prévoit la diffusion d'un second match en direct par journée pour 6 millions de francs supplémentaires par match. Les abonnés se retrouvent donc avec 2 affiches en direct et 8 autres disponibles à la carte chaque week-end. La domination de Canal+ se voit renforcée, la chaîne pionnière de l'accès au football et au cinéma premium contrôle la destination la plus prisée des amateurs de sport. 1997, voici TPS. Maintenant, vous avez plus de 30 chaînes. Les grandes chaînes nationales en numérique et son stéréo. Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le sport, c'est le football à la carte avec la Ligue des Champions et la Coupe de France. Mais aussi Eurosport, la chaîne de tous les sports. Décembre 1996, lancement officiel de TPS. Dès le mois d'octobre, son directeur général, Cyril Dupeloux, affiche la couleur, être populaire et bon marché. Pour TPS, on avait comme avantage de la couverture des zones d'ombre des grandes chaînes, puisqu'il y avait TF1, France 2, France 3 et M6 qui étaient relayés par le satellite dans l'offre TPS. Un bouquet attractif sur le cinéma, mais l'absence du football de première division est un vide stratégique. La Ligue, conduite par Noël Le Graët, campe sur son contrat d'exclusivité malgré des offres plus élevées émises par TPS et jugées par certains clubs bien plus profitables. Canal+ conserve donc son avance, du moins pour l'instant. Car si TPS veut rivaliser sérieusement, il lui faudra impérativement revoir ses priorités et conquérir de nouveaux droits. Nicolas Rothkopf, directeur général en charge du sport de TPS, nous explique la stratégie du bouquet satellite dans le sport. La stratégie de TPS était bien évidemment d'acquérir des droits premium face à Canal qui était archi dominant à l'époque, et bien évidemment dans les droits premium, le foot n'a pas d'équivalent, donc même si on avait commencé au départ par acheter d'autres droits, que ce soit des droits
de boxe, de tennis. D'ailleurs, c'est à cette époque-là où j'ai lancé l'UFC, qui s'est avéré être un produit qui maintenant aujourd'hui rivalise avec les plus grands combats de boxe, voire même avec le football. Donc on cherchait des événements et on avait diffusé également quelques matchs de Ligue des Champions au travers de TF1, qui était le détenteur des droits à l'époque. Mais évidemment, on lorgnait vers la Ligue 1 et vers les Coupes d'Europe au travers des clubs. Au sein de TPS, des divergences existent entre les actionnaires TF1 et M6 sur la stratégie à suivre. Patrick Lelay souhaite investir massivement, tandis que Nicolas de Taverneau se montre plus modéré. On avait des débats où le lait était très offensif et prêt à investir pas mal pour le succès de TPS, alors que M6 était plus dans la stratégie de la petite chaîne qui monte, qui évite d'investir trop massivement et de faire trop de perfs. Donc le lait était toujours du côté de ceux qui voulaient investir, que ce soit dans le foot ou le cinéma, alors que Taverneau voulait plutôt contre-programmer. C'est sûr qu'à l'époque, M6 et Nicolas Taverneau étaient moins enclins à investir dans le football. Ils étaient ils savaient que le football c'était quand même des gros investissements. TPS marchait très bien, donc Patrick Lelay lui avait toujours eu une stratégie quand même plus agressive dans les contenus. C'est lui qui avait récupéré tous les grands événements sportifs nationaux, l'équipe de France de foot, la Ligue des Champions. Donc c'est sûr que Patrick Lelay poussait pour que TPS soit le bras armé qu'il ne pouvait pas avoir avec TF1 pour des droits premium dans le sport. Et alors que Nicolas Taverneau, de par sa nature, a toujours, même s'il a changé quand même par la suite, parce que M6 aujourd'hui est quand même devenu un acteur qui a même doublé TF1 sur les droits de la Coupe du Monde. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, M6 était un peu plus réticent, mais en étant bien conscient quand même que si TPS voulait se développer, il fallait... on avait acheté aussi des droits premium de cinéma, on avait créé TP Star, donc il était conscient qu'il fallait quand même une stratégie agressive sur les contenus sport et cinéma vis-à-vis de Canal+, pour drainer des abonnés. La bataille pour le football et la place de leader sur le marché de la télévision payante s'annonce d'autant plus féroce. Été 1998, la France danse, la France vibre. Sur les terrasses, dans les cafés, sur les avenues, tout le pays aborde fièrement le bleu de l'équipe de France de football. Pourtant, hors du terrain, une autre finale se joue en secret, celle de l'accès aux écrans et aux droits de retransmission télévisée. Le pays bascule dans la légende. Un soir de juillet, la France devient championne du monde. Ce trophée aspire une nouvelle ère d'audace pour la Division 1 et gonfle les ambitions des dirigeants de clubs. Dans la foulée, un homme clé rejoint la Ligue nationale de football. Vincent Tonkyong, membre du comité français d'organisation de la Coupe du Monde. Sa mission, transposer le modèle marketing du mondial au championnat domestique. Renforcer le sponsoring, moderniser et valoriser la Coupe de la Ligue, mais côté droit télé, rien de bon. Le pouvoir reste l'affaire d'un petit cercle de décideurs derrière des portes closes. Vincent Tonkyong nous raconte son arrivée au sein de la Ligue présidée par Noël Le Graët. Le CFO a démontré qu'une structure interne en marketing, ça fonctionne. Et donc, on pense qu'il faudrait dupliquer la même chose au sein de la Ligue. Et il nous a dit, ça tombe bien, je me posais exactement la même question. Donc, voilà. Donc, de fil en aiguille, Noël décide de créer cette direction marketing et médias. Et au départ, on avait plutôt un gros chantier sur la Coupe de la Ligue au niveau marketing, sponsoring, plus qu'un chantier de droit télé, puisque Noël avait signé une prolongation sur un bout de table comme ça se faisait à l'époque. Il avait signé une prolongation 2 ans avant avec Canal+, qui lançait Canal Satellite. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte qui était assez lunaire, c'est qu'il avait obtenu un peu plus d'argent, mais sans appel d'offres, puisque ça n'existait pas vraiment. Et puis, il avait obtenu que tous les clubs soient diffusés en pay-per-view sur Canal Satellite. Si les Bleus ont offert à la France un rêve sportif inouï, celui-ci a bien réveillé des appétits. Un vent de fronde souffle discrètement depuis les loges présidentielles.
L'Espagne et l'Italie ont déjà lancé la révolution, plus de modèles centralisés, chaque club gère ses droits. Le Real Madrid et le Barça signent leurs propres contrats. En Italie, Milan et la Juve bâtissent leur propre empire télé. Et en France, les grandes écuries commencent à douter. PSG, OM, Lyon, Bordeaux, Monaco, Lens, tous ont la même idée pour reprendre la main. Pourquoi laisser la Ligue centraliser les recettes quand ces clubs génèrent 70% de l'attention médiatique et des audiences? Pas de droit sans valeur et pas de valeur sans les grands matchs. C'est l'argument simple, brutal, porté en coulisses par Jean-Claude Darmon, artisan historique de la marchandisation du football français, qui revient aux affaires avec une idée précise en tête. La Ligue était très contestée dans son droit de vendre les droits télé. Parce qu'à l'époque, si on se remet dans le contexte, et ce qui est assez lunaire quand on y pense, mais en Espagne, les clubs vendaient leurs droits de manière individuelle. En Italie, les clubs vendaient leurs droits de manière individuelle. Et en Angleterre, c'était collectif. Et donc, il y avait beaucoup de clubs français qui, à l'époque, étaient poussés par Jean-Claude Darmon, grand argentier du foot français, qui poussaient pour essayer de casser ce monopole de la Ligue, de casser la loi sur le sport qui donnait la gestion collective des droits télé à la Ligue pour récupérer leurs droits. Et donc, de fil en aiguille, on se rendait compte que Canal+, dans le dos de la Ligue, signait des contrats avec un certain nombre de clubs en se disant moi, Canal+, je vais essayer d'avoir la Ligue à moins cher et avoir que les clubs qui m'intéressent, en gros. Donc, Canal+ signait des droits auprès de certains clubs en disant que ces clubs s'engageaient ils vendaient une option, incroyable, ils vendaient une option à un certain nombre de clubs dans le cas où ils deviendraient propriétaires de leurs droits télé. C'était le fameux Club Europe. Le Club Europe prend forme en avril 1999. Une société commune entre certains clubs et Canal+, contractualisait une option prioritaire pour Canal sur les droits des clubs signataires au cas où la libéralisation devient une vraie réalité. En échange, la chaîne cryptée met déjà la main à la poche, plusieurs dizaines de millions d'euros versés via le groupe Darmon, qui se charge de redistribuer aux clubs. Mais pendant que les clubs français anticipent, Canal+ investit ailleurs massivement. En Italie, via Telepiù, sa filiale italienne, Canal+ injecte des milliards dans le calcio. En Espagne, même logique, les droits flambent et les clubs se gavent. 2 ans après, Canal+ a commencé à envoyer des milliards d'euros sur des clubs en Italie. Donc, ce qui fait que les clubs, tout d'un coup, les clubs qui étaient sous contrat avec Telepiù à l'époque, Canal+, avaient gagné beaucoup d'argent et donc les droits commençaient à augmenter. Pareil en Espagne, puisqu'ils avaient un Canal+ Espagne avec certains clubs. Et donc, nous, on était déjà en 98 étriqués entre une inflation qui avait été créée par Canal+ sur 2 autres pays européens. L'Angleterre a toujours été un peu à part. Ils étaient déjà très loin avec Sky. À l'époque, ça s'appelait B-Sky. Et puis l'Allemagne, c'était un marché où on était un peu en concurrence, mais l'Allemagne était très, très présente. C'était surtout... ils étaient tellement forts en ticketing et en sponsoring que, quelque part, à l'époque, les droits télé, c'était important, mais ça leur permettait quand même d'avoir des bons niveaux de revenus. Et pendant ce temps-là, en France, les clubs de première division traitent leur frustration. Le marché n'évolue pas. 5e d'Europe en valeur de droits télé, derrière l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et même la Turquie. La Turquie, mieux payée que nous pour ses droits, s'étangleront certains dirigeants. La colère monte, les petits clubs dénoncent l'écart, les gros veulent sortir du carcan, la Ligue est affaiblie. Les rapports de force tendent, le système craque sans encore rompre. Un nouveau paysage se profile. La centralisation des droits qui structurait l'audiovisuel du foot français depuis plus d'une décennie est désormais sur la sellette. Les clubs, Canal+, la Ligue, chacun prépare leur échiquier. En janvier 1999, une surprise générale dans le petit monde de l'audiovisuel. TF1 frappe à grands coups. En toute discrétion, le groupe de Patrick Lelay s'empare de 9% du capital de Pathé. Une opération ciblée, subtile, mais à peine dévoilée. Elle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Pathé, ce n'est pas anodin. C'est un actionnaire à 20% de Canal Satellite. Dans les étages de Vivendi et de Canal, l'alerte est immédiate. Quelques coups de fil, quelques nuits blanches et un plan se met en place avec un objectif, reprendre le contrôle. En quelques jours, Canal rachète près de 20% de Pathé à un certain Vincent Bolloré. Résultat, verrouillage de capital, prise de contrôle de Pathé et avec elle, canalisation directe de Canal Satellite dans l'orbite de Vivendi. TF1 est écarté sèchement, le message est limpide, la place est prise. Patrick Lelay encaisse, mais ne pardonne pas. Quelques semaines plus tard, il riposte sur un autre front,
de football français. Les clubs sont plus confiants, plus exigeants, le marché a changé et cette fois, Canal+ ne pourra pas s'en sortir avec une simple rallonge financière. Les clubs veulent plus, la Ligue veut plus, la pression est montée. Patrick Lelay hausse le ton. S'il n'y a pas de consultation ouverte, s'il n'y a pas d'appel d'offres, TPS ira en justice. Le message est clair, terminez les négociations en coulisses. La guerre de la transparence est déclarée et à Canal, les avocats étaient formels. Si Canal+ prolonge sans appel d'offres, le Conseil de la concurrence les condamne. Canal+ est acculé, sans base légale solide, impossible de prolonger. Et c'est à ce moment qu'entre en scène Vincent Tonkuong, fraîchement nommé directeur marketing et droit télé de la Ligue nationale de football. Il commence à plancher avec son équipe un projet inédit en France, la mise en place du premier appel d'offres formalisé pour les droits télévisés du football professionnel. Vincent Tonkuong revient sur cette décision. On se retrouve dans cette situation, il nous restait encore, on était en 99, il restait encore 2 ans deux ou 3 ans de contrat. On avait des clubs qui commençaient à taper dessus et on voyait ce club Europe qui était une vraie menace pour la Ligue. Et donc du coup, on s'est posé tranquillement et on a commencé à faire une analyse juridique en disant mais est-ce qu'on pourrait, je crois qu'à l'époque on avait un contrat jusqu'en 2002, est-ce qu'on pourrait déjà vendre les droits 2002, 2006 ou un truc comme ça, et puis avec, si jamais il y a une augmentation des droits, réétaler les sommes sur les 5 ans. Juridiquement, c'était faisable. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, ok, très bien. Et là, on a dit à Noël Le Graët, Noël, il ne faut plus faire comme avant, on va faire un appel d'offres. Alors lui, c'est que ce truc, je dis, non, on va faire un appel d'offres, on va essayer de créer des lots pour créer de la concurrence. Voilà, il y a eu toute cette stratégie de convaincre en interne qu'il fallait changer la méthode. On arrive à mettre en place cet appel d'offres, mais vraiment, c'était une toute première. Il n'y avait aucune ligue qui n'avait jamais fait ça dans le monde entier. C'est-à-dire que sur le principe des tenders, des appels d'offres, maintenant, j'en fais toujours avec l'UEFA, c'est un truc qui a été inventé par la Ligue de football professionnelle française, quand même. Il faut au moins lui reconnaître ça, même si aujourd'hui elle se retrouve dans un marasme. À l'époque, c'est elle qui a créé le concept de tender, de lot, pour créer un maximum de concurrence. Donc je crois qu'à l'époque, on avait 9 lots. Cet appel d'offres va tout changer. Pour la première fois, les diffuseurs doivent passer par un processus clair, encadré et juridiquement bordé. La partie se joue désormais avec des règles, des grilles et des enveloppes cachetées. Le 15 mai 1999, la Ligue bouleverse les habitudes, place un véritable appel d'offres, transparent et organisé. Pour Canal+, c'est une rupture historique. Jusque-là, la chaîne cryptée pouvait sécuriser ses droits par une simple extension tarifaire, un geste généreux mais convenu. À cette date, voici le paysage. Canal+ paye 750 millions de francs par an pour la division 1. TF1 80 millions pour Téléfoot, France Télévisions 57 millions pour la Coupe de la Ligue, Eurosport 40 millions pour la deuxième division, un total sous le milliard, à peine le tiers de ce que reçoit en même moment la Serie A italienne ou la Première Ligue anglaise. D'un côté, Canal+, 4,3 millions d'abonnés, leader incontesté, 15 ans de présence sur le marché français, et de l'autre, TPS, 700 000 clients seulement, un outsider encore fragile. Pour TPS, l'opportunité est immense, saisir le football, c'est changer de dimension. Pour Canal+, perdre le football, c'est risquer l'effondrement. Cette fois-ci, c'est une histoire d'ego, de territoire, de survie. Donc on rencontre Canal+, qui était hyper confiant, hyper arrogant à l'époque. On rencontre les gens de TPS qui venaient de se lancer, qui était une plateforme qui essayait de concurrencer, Canal. Et on s'est dit, il faut, voilà. Et puis à l'époque, il y avait une vraie, comment dire, je dirais pas haine, mais une vraie animosité entre les dirigeants, entre le lait d'un côté et les sucres de l'autre. Donc voilà, donc on a joué un peu là-dessus. À Canal, personne n'avait anticipé que TPS irait aussi loin. Longtemps, ils ont cru que le football ne les intéressait pas. Puis Patrick Lelay s'en mêle. Le PDG de TF1 et fer de lance de TPS dans cette bataille voit dans cet appel d'offres une revanche autant qu'un marché. La tension est maximale, les réunions s'enchaînent chez Canal+. Pour certains, il faut surenchérir, pour d'autres, ils refusent l'escalade. Alain De Greff, figure historique, pense à un partage. Il le sait, si Canal perd le foot, ce sont les programmes en clair qui devront se réinventer. Dirigeante de Canal+, Viviane Godefroy, elle est intransigeante. On ne peut pas perdre le foot, quel qu'en soit le prix. Mais quel est ce prix ? Juin 1999, les membres de la Ligue sont en assemblée générale sur l'île de la Réunion. À Paris, c'est à Vincent Tonkuong de recevoir les offres. Il nous raconte.
on reçoit les enveloppes. Moi, je réceptionne les enveloppes à la Ligue. Je reçois en premier l'offre de TPS, je crois, et je vais la décacheter. Et déjà, l'offre de TPS, elle était énorme. Elle était énorme. Et puis après, on reçoit celle de Canal qui était très, très en dessous. Donc voilà. Et puis, à l'époque, le Noël n'était pas là. Je crois que c'était un truc c'est assez incroyable. Il y avait une assemblée générale de la fédération à La Réunion. Ne me demandez pas pourquoi c'était à La Réunion, avec le décalage horaire. Bref. Donc je l'appelle. Bref, il faut garder tout ça. Mais vraiment, j'ai vraiment décacheté l'enveloppe sur. Je me rappelle de le faire sur la photocopieuse, tellement j'étais fébrile avant pour le résultat. Et donc, on est arrivé dans cette situation où, effectivement, TPS était très, très loin devant. Mais ça voulait donc dire que TPS allait devoir, quelque part, faire des avances et ne pas pouvoir exploiter les droits pendant 2 ans, puisque Canal+ avait encore 2 ans de contrat encore valides. La Ligue espérait toucher 1,6 milliard de francs par an pour l'ensemble des droits. Mais Patrick Lelay, en chef d'orchestre de TPS, joue l'offensive totale. Plus d'1,8 milliard de francs proposés juste pour le lot 1, les 2 plus grands matchs par journée. Jusqu'ici, chasse gardée de Canal+. TPS vise aussi le lot 2, un 3e match taillé pour le bouquet satellite, et porte son offre totale à plus de 2 milliards de francs pour 3 ans. Lelay ne veut pas négocier, il veut tout rafler. Face à tant d'audace, Canal+ reste sur ses gardes. Moins d'1,2 milliard de francs annuels proposés contre 600 millions auparavant, pensant encore sa position inexpugnable. La perte de l'exclusivité pourrait entraîner une hémorragie d'abonnés vers TPS. Au siège de Canal+, qu'est André Citroën, c'est la panique. Suite à l'ouverture des offres pour les droits télé du football français, le titre Canal+ plonge de plus de 8% en bourse. Dans les étages du siège de la chaîne cryptée, on tente de garder la tête froide. Les cadres cherchent une parade, assurent que la valorisation du football, l'exposition médiatique, la qualité de la mise en scène comptent tout autant que l'argent mis en coulisses. C'est le branle-bas de combat. Jamais Canal n'a vécu pareil week-end. Les réunions de crise s'enchaînent avec des scénarios catastrophes et du lobbying tout azimut. On espère que l'influence entretenue auprès des présidents de clubs permettra comme toujours de faire pencher la balance. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration de la Ligue se réunit dans une atmosphère irréelle. Éclairage blafard, regard tendu, beaucoup des membres du conseil sont des alliés historiques de Canal+. On met en route les présentations pour le conseil d'administration de la Ligue, etc. Et je fais des présentations, au conseil, c'était lunaire. C'était une époque où, en fait, à la Ligue, voilà, c'était une première. Donc, j'ai su après que tous les téléphones portables étaient allumés avec les micros et c'était en direct dans le bureau de Denisot à Canal, quoi. Ce que je veux dire, c'était parce qu'ils étaient tous, puisque la majorité des présidents qui étaient siégés au conseil d'administration de la Ligue avaient un contrat Club Europe et on le savait. Donc bref, et donc à l'époque, je crois qu'il y avait entre les propositions de Canal et de TPS, il y avait 600 millions de francs à l'époque, donc 100 millions d'euros d'écart. Évidemment, les clubs avaient tout intérêt à ce que Canal+ reste le partenaire numéro 1 du football français. Au sein du conseil, les clubs du Club Europe, Bordeaux, Marseille, Lens, Lyon, Monaco et le PSG font bloc. Ces grands partenaires privilégiés de Canal défendent les intérêts de la chaîne cryptée. Pour eux, Canal+ n'est pas qu'un simple diffuseur, c'est un allié. Celui grâce à qui tombe chaque saison de juteux bonus. Impossible d'imaginer de voir le foot français ailleurs qu'à l'antenne de la chaîne cryptée. D'autres plaident pour la raison économique. Giroud, figure d'Auxerre et salarié de TF1, tranche net. Il votera pour le plus offrant. Et pour autant, au moment du vote, les lignes bougent. Les présidents de clubs, après avoir défendu la transparence et la compétition, décident finalement de maintenir Canal+ dans la course. Résultat du scrutin, 13 voix pour, 3 contre, Le Havre, Montpellier, Auxerre et 3 abstentions. La campagne de lobbying de Canal menée sans relâche tout le week-end a porté ses fruits. À cet instant, Canal+ ne regrette pas les millions investis notamment via son club, le Paris Saint-Germain. Et les présidents commencent à dire que non, mais on va... En fait, le problème qu'on a, c'est que Canal+, il y a beaucoup d'abonnés, donc ça va dévaloriser notre valeur marketing, alors qu'à TPS, il n'y a pas d'abonnés. Donc bon, quelque part, les offres sont équivalentes. C'était incroyable. Et la Ligue dit, on fait un deuxième tour. Et là, Lelay rentre dans une furie incroyable. Il dit à Le Gret, ça ne va pas se passer comme ça, etc. Donc,
je vais vous attaquer, il avait à juste titre. Donc, dès le lendemain, on recevait comme il dit du papier bleu, on recevait des référés dans tous les sens. Noël Le Graët convoque alors TPS et Canal+ de nuit au siège de la Ligue à 2 pas du Trocadéro. Je voulais les faire patienter un peu, confiera-t-il au quotidien L'Équipe, en 2019, savourant ce pouvoir de négociation. De sa fenêtre, il observe 2 délégations désœuvrées, chacune préparant sa contre-attaque. Et finalement, un compromis s'arrache. À l'époque, c'est Nicolas Rotkov qui pilote l'appel d'offres pour TPS. C'est lui qui dépose l'offre à la Ligue, il s'en souvient encore. Au bout de la procédure, on aurait gagné 100% des droits et on aurait dépouillé Canal+ de toute la Ligue. Et donc, Canal+ et la Ligue n'ont pas voulu courir ce risque et on a trouvé un accord très très intéressant à l'époque pour TPS. Canal+ conserve ses 2 matchs phares mais à prix d'or, 1,85 milliard de francs par an, soit 1 milliard de plus par an pour le même produit, soit une hausse de 250%. TPS décroche pour 300 millions annuels le match du samedi soir, ainsi que d'autres lots de diffusion au pay-per-view. Puis du coup, il y a eu ce fameux, ce qu'on appelait le Yalta à l'époque le Yalta des droits médias, où Canal+ et TPS se sont entendus pour qu'au bout du compte, la Ligue ait la même somme sur les 5 années, et que TPS puisse commencer à exploiter les droits dès la première année. C'était un deal gagnant-gagnant, et ce qui a fait qu'à l'époque, on a redémarré la saison suivante, mais avec 2 diffuseurs, 2 plateformes, avec le pay-per-view, je crois, qui était diffusé sur les 2. Il y avait un match en exclu sur Canal, un autre sur TPS. Bref, c'était un truc où, au tout début, c'était incroyable. C'est-à-dire que le premier, c'était tellement le bordel que sur les premiers matchs, derrière les caméras de Canal, on voyait les mecs de TPS passer et vice-versa, quoi, sur le pay-per-view. Enfin, c'était fait vraiment un peu à l'arrache. Mais néanmoins, à l'époque, on avait globalement quasiment doublé les revenus des clubs français. Officiellement, tout le monde affiche sa satisfaction. La Ligue encaissera au total 8,7 milliards sur 5 ans grâce au nouveau lot. Patrick Lelay s'en félicite dans le quotidien Le Monde. Canal+ perd l'exclusivité et paie 3 fois plus cher. Pierre Lescure, lui, tempère, expliquant que Canal+ conserve l'essentiel de son attractivité. Des clubs, tels le promu en Ligue 1 Sedan, profitent alors directement de la manne. Mais dans l'ombre, la tension est tout autre. Les équipes de Canal+ sortent au-delà de l'angoisse, confiera un négociateur au quotidien économique La Tribune. Certes, la chaîne garde la division 1, mais c'est TF1 et TPS qui remportent la guerre psychologique. La surenchère de Lelay, certains parleront même de coup de bluff génial, a poussé Canal+ à accepter une inflation historique qui fragilisera durablement ses finances. Avec le recul, même Lelay l'admettra au magazine L'Équipe en 2019. En prenant tout, on était mort. On n'aurait gardé que la moitié des abonnés passionnés de foot, et financièrement on chargeait la mule. C'était un marché de dupes, mais on était content d'avoir enfoncé un coin. Pour la Ligue, l'opération rapporte gros, mais ce triomphe sera de courte durée. Noël Le Graët perdra la présidence 1 an plus tard. Et sur le terrain, la guerre Canal+-TPS, elle, ne fait que commencer. C'était le premier épisode d'Encyclomédia. Merci pour votre écoute. Le mois prochain, nous reviendrons sur la période 1999-2025, des premiers pas de TPS à l'échec de DAZN. Rendez-vous le samedi 8 novembre à 20h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Un grand merci à Cyril Dupelou, Éric Bétraud, Nicolas Rotkov, Vincent Tonkyong et à toutes les équipes de Radio Campus Paris. D'ici là, continuez à décrypter l'histoire des médias sur encyclomédia.fr et sur nos réseaux sociaux, Blue Sky, X, ex-Twitter et Instagram. Très bonne soirée sur notre antenne. Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.